Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur le vaccin anti-Covid. Et donc pour que ce soit le plus facile et le plus agréable à suivre pour vous, j'ai inséré un plan que vous allez voir juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir en fait vous rendre au point qui vous intéresse directement ou même regarder la vidéo intégralement. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions, notamment celle de l'efficacité du vaccin. Le vaccin est-il efficace? Y a-t-il des chiffres qui le prouvent? Ces chiffres-là sont-ils tangibles? Concernant la sécurité du vaccin également, le vaccin est-il inoffensif pour notre santé? Est-il vrai qu'il peut altérer notre ADN et notre génome et donc avoir des conséquences sur plusieurs années? C'est ce que nous allons voir. Avant de s'attaquer au vaccin à proprement parler, on va d'abord étudier la chronologie de l'infection du virus Covid. Pour étudier cette chronologie, je vais vous mettre en fait un graphique juste ici. En fait, ce graphique, il représente les différentes phases, donc vraiment la chronologie de l'infection. On voit qu'il y a une courbe verte qui représente la charge virale. On a une courbe en pointillé, violette, qui est en fait l'anticorps, les anticorps qui seront produits par notre corps suite à l'infection Covid, pour se défendre contre le virus. On voit que donc le jour 0, ça correspond au jour du début des symptômes. On voit qu'il y a une petite phase qu'ils appellent pré-symptomatique de -5 à 0. Ça, c'est les jours qui précèdent les symptômes, donc c'est en fait une petite phase asymptomatique durant laquelle on ne va pas avoir de symptômes, mais durant laquelle on voit déjà une charge virale qui commence à se développer. À partir du jour 0, la charge virale est facilement détectable, on voit qu'on est déjà à un taux relativement élevé. Et qu'est-ce qu'on peut observer également dans ce graphique? On voit aussi qu'à partir du jour 3, on a des anticorps qui vont se produire. Notre corps va produire des anticorps à partir du jour 3. Mais on va voir qu'ils vont se produire très progressivement et finalement ils vont être détectables avec une sensibilité suffisante uniquement à partir du 14e jour. Donc on voit également sur le graphique qu'à partir du jour 0, donc il y a une certaine partie de la population qui va développer des symptômes modérés. C'est ce qui est représenté en fait avec la courbe bleue. Et donc à partir du 5e jour, donc au jour 5, soit ces symptômes modérés vont venir s'atténuer, soit ils vont venir se compliquer en des symptômes qui sont un petit peu plus sévères. Et là, ils sont représentés par la courbe en rouge. La chose qui est à remarquer ici, c'est que l'apparition de symptômes sévères, elle se fait à un moment où en fait la charge virale diminue. Qu'est-ce qu'on en conclut en fait de ce résultat-là? C'est que la survenue des symptômes sévères n'est pas du tout en lien avec la charge virale. En fait, les symptômes sévères sont plutôt dus à l'inflammation locale provoquée par l'infection et non par la charge virale. On peut maintenant aborder les différents types de vaccins. On va commencer par les vaccins à base de virus. Donc le principe est simple, on va injecter une quantité faible de virus au niveau de l'organisme pour que notre organisme apprenne à reconnaître entre guillemets ce virus et produise des anticorps. Et donc le but, c'est que lorsqu'il y ait une véritable infection à ce virus, notre organisme soit déjà prêt à produire des anticorps et donc à nous protéger contre ce virus. Dans ces vaccins à base de virus, il faut bien savoir qu'il y a deux catégories. Il y a soit les vaccins à base de virus inactivés. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être un vaccin dans lequel il va y avoir le virus, mais qui sera totalement inactivé. Il y a aussi sinon la deuxième catégorie qui est le vaccin à base de virus affaibli. Alors ici le virus ne sera pas inactivé, il aura encore une activité mais extrêmement faible. Le souci de ce virus c'est qu'il peut éventuellement pénétrer la barrière placentaire et provoquer des maladies chez l'enfant. Donc c'est pour ça qu'en général on va toujours préférer utiliser le vaccin à virus inactivé plutôt que à virus affaibli. On va pouvoir maintenant aborder le vaccin basé sur les protéines. Donc pour comprendre ça, il faut bien se dire que le virus, quand il vient nous infecter, il va venir présenter une protéine. Cette protéine, c'est entre guillemets la clé. Et cette clé va venir interagir avec un récepteur qui se situe sur nos cellules, qui est entre guillemets la serrure. Et donc l'interaction entre les deux va permettre au virus de rentrer. Dans le cas du Covid, la protéine clé qui interagit avec nos récepteurs, c'est la protéine que l'on appelle Spike. Donc, dans ce vaccin basé sur les protéines, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un vaccin dans lequel on va mettre la protéine entre guillemets clé. Et donc dans le Covid, on va mettre la protéine Spike dedans. Pourquoi est-ce qu'on va mettre la protéine Spike? Toujours dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on va vouloir injecter cette protéine Spike pour que notre organisme apprenne à reconnaître cette protéine. Et donc, lorsqu'il voit la prochaine fois une protéine Spike approcher de nos cellules, ils se disent voilà, c'est le virus Covid, on développe les anticorps et on défend contre ce virus. Un ARN messager envoie
sur l'image ici que donc on va cette fois-ci mettre l'ARN messager. Cet ARN messager va coder pour la protéine Spike. Donc on avait vu qu'il y avait certaines rumeurs qui disaient que le vaccin ARN messager pourrait finalement endommager notre ADN et donc ça pourrait avoir des conséquences plus tard sur notre santé. Ici on va voir que c'est pas forcément vrai. Ici, le vaccin ARN messager, on va l'injecter. Donc l'ARN messager, on voit bien qu'il va venir se déplacer jusqu'au niveau de la cellule. Une fois dans la cellule, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner donc nos fameuses protéines spike virales. Nos protéines virales sont là, et ces protéines virales vont donc ensuite provoquer la réponse immunitaire. Mais donc on voit bien qu'il ne va jamais aller au niveau du noyau. Il va rester dans la cellule. Donc il n'a pas besoin de passer dans le noyau. Ce qui fait que finalement, on n'aura jamais d'altération de notre génome et on ne va jamais toucher à notre ADN avec un vaccin ARN messager. Pour le vaccin à vecteur viral, c'est le même principe que pour le vaccin ARN messager. La seule différence réside dans le fait que finalement, la séquence qui va coder pour la protéine Spike va être transportée dans un virus qui sera, totalement inactif, donc pas dangereux. Donc c'est juste que le vecteur sera un virus. Ça va pas être transporté tout seul, c'est le virus qui va transporter la séquence codante pour la protéine virale. Maintenant, on peut discuter des caractéristiques propres au vaccin, notamment on va commencer par la conservation du vaccin. Donc on a vu que notamment le vaccin développé par Pfizer et BioNTech était assez difficile à conserver. Alors oui, c'est le cas. Pourquoi? Parce que il faut savoir que pour un flacon non ouvert du vaccin, il peut être conservé 6 mois uniquement, dans un range de température qui est compris entre moins 90 et moins 60 degrés. Donc il faut un congélateur et c'est extrêmement compliqué effectivement à conserver. Une fois le vaccin sorti du congélateur, en fait, le vaccin non ouvert, il peut être conservé au grand maximum 5 jours entre une température de 2 à 8 degrés. Ensuite vient la question de la composition du vaccin, puisqu'on a entendu quelques rumeurs concernant la composition, comme quoi il y aurait certains adjuvants qui seraient très dangereux pour la santé, notamment par exemple de l'aluminium ou certains autres adjuvants. Alors je vais mettre la composition officielle donc du vaccin juste là et on va voir très rapidement qu'il n'y a aucun adjuvant qui est associé au vaccin, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a aucun conservateur non plus. La composition, ça va être notamment des lipides, donc il y a toute une série de lipides qui vont être listés. Il y aura des sels et du sucre. Donc ça, c'est vraiment des ingrédients qui sont basiques pour un vaccin. Il n'y a aucun adjuvant, aucun conservateur pour la composition. Pour le mode d'administration, alors comment ça s'administre? Ça se fait en intramusculaire au niveau du muscle deltoïde et il se compose de 2 injections, une au jour 0, une au jour 21. Donc c'est 2 injections à 21 jours d'écart. Efficacité, donc on va se baser sur une étude qui a été publiée dans un journal scientifique très sérieux. C'est le New England Journal of Medicine. Et donc dans cette étude, je vais vous mettre l'image. On voit ici déjà qu'il y a eu 2 groupes. Donc il y a eu un groupe qui est vacciné et un groupe qui a reçu un placebo. Donc déjà la première chose que l'on peut voir, c'est que dans chaque population, c'est-à-dire les vaccinés et les placebos, on a eu 18 000 personnes qui ont été prises. Donc c'est quand même un échantillon qui est conséquent. C'est un premier critère de puissance pour l'étude statistique. Et donc si jamais on regarde ici le tableau, on voit que, c'est très clair en fait, mais on voit que pour les personnes symptomatiques au Covid-19, il y en a 162 pour les placebos, il y en a 8 pour les vaccinés, dans le groupe des vaccinés. Donc ici, on voit qu'il y a une incidence extrêmement faible dans le groupe des vaccinés pour la Covid. Et pour les patients atteints d'une forme sévère de Covid-19, il y en a 9 pour les placebos. Et il n'y en a qu'un seul pour le groupe des vaccinés. Donc en fait, on voit qu'il y a une efficacité du vaccin qui serait de 95%. On regarde le graphique que je vais mettre juste là aussi, qui va montrer en fait l'incidence en pourcentage, donc l'incidence cumulée, en fonction des jours après la dose 1. On voit qu'en fait, grosso modo, le groupe placebo, on va avoir une incidence qui va augmenter en fonction des jours, ce qui n'est pas le cas de la population vaccinée, ce qui est normal puisqu'ils seront protégés. Par contre, si on zoome en fait dans le petit encadré, on voit que on a quand même dans le groupe des vaccinés une augmentation des cas, même après la première dose, jusqu'au jour 9. Mais qu'à partir du jour 12-13, on a une stabilisation. Donc c'est exactement ce qui est mentionné là dans l'encadré. On voit que la courbe rouge monte jusqu'au jour 12-13. À partir du jour 14, ça commence à se stabiliser. Alors pourquoi ?
C'est ce qu'on avait dit en fait pour la production des anticorps, on avait dit qu'ils sont détectables à partir du 14e jour. En fait là, c'est tout simplement le temps de latence de production des anticorps qui explique cette montée de cas malgré le vaccin. La question qui se pose également, c'est quelle protection du vaccin envers les différents variants qui existent, et notamment donc ce fameux variant britannique. Donc il faut savoir qu'il y a une centaine de variants qui existent à ce jour, en plus du variant britannique. Le variant britannique a fait parler de lui tout simplement parce qu'il est beaucoup plus transmissible et donc qui est à l'origine de plusieurs cas. En fait, c'est compliqué de répondre à cette question puisque moi, pour répondre, je n'invente rien. En fait, je me base sur certaines données. Et donc, il y a très peu de données sur l'efficacité du vaccin sur ce variant anglais. Donc je ne peux pas dire si c'est efficace ou si ce n'est pas efficace. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'avantage de ce vaccin ARN messager, c'est qu'il apporte une certaine flexibilité. C'est-à-dire que si on se rend compte que le vaccin n'est plus efficace sur le variant anglais, on est tout à fait capable de modifier l'ARN messager pour coder pour une protéine différente et donc pour coder pour la protéine virale du Covid variant anglais. Ce vaccin ARN messager, il nous permet d'être flexible et donc de nous adapter. D'ailleurs, la société BioNTech a annoncé qu'elle était tout à fait capable de produire de nouvelles doses donc d'un nouveau variant du virus en déant 6 semaines. Donc c'est-à-dire que malgré ça, les sociétés pharmaceutiques sont parées, sont prêtes à toute éventualité concernant une mutation éventuelle. Voilà, on arrive au terme de la vidéo, donc j'espère que j'aurai été assez clair et concis. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on aborde une autre question que j'aurais pas abordée dans cette vidéo-là, donc on pourrait tout à fait faire une autre vidéo avec vos questions à vous, si vous en avez, à vous de me dire. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.